Mais en fait, c'est ça aussi qu'il faut savoir lorsque tu es médecin. On peut donner toutes les bonnes raisons du monde. On peut te dire t'es fatigué, tu t'étais en formation, etc. En fait, il y a la vie des personnes entre nos mains. Oui. On n'est pas en train dans une agence à faire un communiqué pour une agence, pour une publicité, pour leur parfum. Voilà, où on te dit t'étais fatigué, t'as fait le mauvais dessin, c'est pas grave, le fichier est mort. Non, non, non. Et donc il y a quelque chose de très très particulier d'avoir ce corps à corps avec cette personne qu'on ne connaît pas, qui est partie. On n'a aucune intimité avec lui, on ne l'a jamais connu de son vivant. On ne sait pas quelle était sa parole, quelle était la lueur dans son regard. Et on voit ça, et devoir acter ce décès de cette personne sans jamais avoir aucun lien avec lui, c'est très particulier. Et en plus, l'étape d'après, on nous dit il faut appeler la famille. Et donc on se retrouve à appeler la famille. Moi, je trouve que j'étais marqué par les réanimateurs qui avaient souvent ce rôle de parler aux familles alors que les patients étaient dans le coma. Et on ne savait pas trop si les patients récupèrent, parce que c'est des patients jeunes parfois, qui ont fait un accident de la route. Et on va devoir parler à la famille, et la famille attendait dans le couloir, ils sont tous là. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Bienvenue dans le 3e épisode de cette série inédite Sous la blouse, un cœur, enregistrée avec Lucien Lamy. Alors, épisode 3, une nuit blanche au théâtre. Dans les 2 premiers épisodes, Lucien nous a parlé du rêve, des premières désillusions, du choc de la dissection, des premiers patients, de la blouse qu'on enfile et des émotions qu'on essaye de contenir. Mais à l'internat, tout change. Tout devient plus concret, plus sérieux, plus humain, plus dur aussi. On sort de 6 années d'études, on a des connaissances plein la tête, mais pas encore tous les gestes, pas encore tous les bons mots. Et là, d'un coup, on est seul dans un couloir d'hôpital face à un patient. Le chef n'est pas toujours là, la décision, c'est à toi de la prendre. Et parfois, elle aura des conséquences. Dans cet épisode, Lucien nous plonge dans l'intensité de ses premières gardes, l'urgence, l'épuisement, les cas qui s'enchaînent, l'effervescence, les allers-retours entre les étages, le stress, les décisions à prendre vite, toujours plus vite. Et puis, le calme, mais pas toujours celui qu'on espère pour souffler un peu. Comment fait-on quand on est médecin pour accueillir les larmes et la souffrance ? A-t-on le droit d'être bouleversé, secoué, touché ? Comment fait-on pour endosser ce rôle de médecin sans perdre ce qui nous rend profondément humains ? On a beaucoup parlé du poids de la responsabilité et de cette relation unique qui se crée entre un interne et ses patients. Parce qu'il est souvent l'interlocuteur principal, celui qui écoute, celui qui revient, celui qui tient la main. Lucien parle de cette médecine-là comme d'un art vivant. Il improvise, il s'adapte à la personne qu'il a en face de lui, une femme douce et fragile, un militaire de 60 ans, un homme qui a traversé 3 cancers et perdu sa femme. Il cherche à chaque fois la plus juste manière de créer cette fameuse alliance thérapeutique et de tisser un lien. Parce que, parfois, c'est ce lien qui soigne. On évoque aussi les familles, l'annonce des mauvaises nouvelles, l'impuissance face à la souffrance, le vertige de la solitude quand la coupe est pleine. Un épisode tissé d'émotions brutes, des instants complètement waouh, des mots qui touchent juste et cette humanité qui affleure sous chaque blouse. Installez-vous doucement et confortablement et entrez avec nous dans l'intimité du soin. Bonne écoute. Bonjour Lucien. Bonjour Delphine. Lucien, l'internat, tu as 24 ans, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Lucien, j'ai 24 ans, et je viens de finir mon externat, j'ai passé un concours, c'est l'été, je viens de rencontrer ma femme, et je vais choisir ma spécialité. On est en septembre, et je clique sur cancérologie à Paris. J'ai plein de questions, je sais pas trop, j'ai très peur de pas voir cette femme que je viens de rencontrer, parce que j'ai très pris par l'hôpital, d'avoir des gardes qui me prennent tout mon temps, d'être épuisé émotionnellement, d'être épuisé aussi parce que on entend que les internes travaillent 70 heures par semaine, qu'ils ont plus leur week-end, qu'ils n'ont pas bien payé. Et tout ça, ça me fait un peu peur. Mais d'un autre côté, je suis très heureux et très fier de bientôt pouvoir pratiquer mon métier.
Alors Lucien, c'est quoi l'internat ? Alors l'internat, contrairement à l'externat dont on a parlé dans les épisodes précédents, où on est le matin à l'hôpital et l'après-midi on est des cours à la faculté et on prépare le concours de l'internat qui arrive en 6e année. Donc là, en fait, concrètement, l'internat, c'est la 6e année. C'est la 7e, Après la 6e année. 7e année, ouais. On a passé un concours qu'on a préparé assez rudement durant les 2 dernières années, souvent. On en a parlé, oui. Voilà, ou souvent, en plus des cours qu'on a à la faculté, on prend souvent des conférences le soir qui durent jusqu'à 23h, 2 fois par semaine. On fait des concours blancs et on se prépare à ce concours qui va nous classer sur tous les étudiants de France de la même année que nous. Et selon notre classement, on va choisir à la fois la ville, à la fois la spécialité. T'as pas toujours ce que tu veux, en fait, là, quand même. Exactement. Tu vois ce que tu peux avoir en fonction de ton classement. Le premier va peut-être prendre chirurgie esthétique à Marseille. Okay. Le deuxième, c'est lui choisir peut-être en neurochirurgie à Lille, et ainsi de suite. Si c'est dispo. Oui, les premiers et deuxièmes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Et plus on avance dans le classement, et plus les choix deviennent restreints. J'ai une petite question alors. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'oncologues qui peuvent... Enfin, il y en a un certain nombre par an, et si par exemple t'arrives, tout est déjà pris, tu peux pas devenir oncologue. Exactement. Ah oui. Ça veut dire que si tu veux absolument faire cancérologue, maintenant tu veux être cancérologue à Paris, il n'y a plus de place à Paris, tu dois te demander, est-ce que je veux être cancérologue à tout prix ? Et dans ce cas-là, il y a peut-être des places ailleurs. Après, tu peux arriver à un moment où il n'y a plus de place nulle part. Je sais que par exemple, il y a un ami à moi qui voulait absolument avoir une spécialité d'ophtalmo, et il n'a plus de place en France, métropolitaine, et du coup il est allé dans les dom-toms où il y a une place un peu plus tard, et il a pris. Il a fait son internat dans les dom-toms. Oui, mais s'il avait plus de place du tout en ophtalmo. Alors il n'aurait pas pu prendre ses spécialités. Mais si c'était son rêve. C'est un problème aujourd'hui, c'est un problème, et à côté il faut bien choisir sur quelque chose, mais aujourd'hui, le classement décide ce que tu fais. Et donc, contrairement à certains pays en Suisse où tu vas candidater pour une spécialité, où tu vas faire tête de motivation, dire est-ce que vous voulez bien me former dans cette spécialité, tu peux être accepté. En France, c'est ton classement qui va te permettre, oui ou non, d'accéder à une spécialité. Et tu t'imagines, pendant 6 ans, tu t'as rêvé de soigner des yeux, et puis tout à coup, en fait, il reste de la place en gynécologie, et c'est pas du tout ce que tu voulais faire, quoi. Est-ce que tu peux alors redoubler et puis repasser Tu peux repasser le concours. Mais repasser le concours, ça veut pas dire que tu auras la spécialité l'année d'après. Ah, c'est pas évident. Et aussi, ce qui peut se passer, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que tu as droit au remords. Et parfois, tu peux switcher de spécialité durant l'internat. Imaginons quelqu'un de la promotion d'ophtalmologie a quitté la spécialité pour faire autre chose. Il reste une place vacante et tu peux candidater pour cette place. Ok. J'ai parlé du cas spécifique d'un ami qui voulait absolument faire de l'ophtalmo, qui était passionné par ça lors de notre externat et qui a vu cette spécialité lui passer sous le nez parce qu'il n'a pas eu le bon classement. Et ce qui se passe, c'est que l'ophtalmologie, par exemple, c'est une spécialité qui peut intéresser des gens après coup. Parce que lorsqu'on est très bien classé, tout d'un coup, on dit tiens, je pars de cette spécialité, j'ai jamais pensé. C'est une spécialité qui m'intéresse pour diverses raisons, mais finalement, vu que je peux l'avoir, je vais la prendre. Alors c'est pas initialement la spécialité de cœur. Okay. Finalement, tu ne dois pas faire des pré-choix avant. Tu choisis seulement lorsque tu as ton classement. Et donc, c'est vrai que, comme tu le dis, il y a des personnes qui sont passionnées par une spécialité depuis longtemps et qui peuvent ne pas la faire parce qu'ils n'ont pas la place. Ok. Alors, Lucien, devenir interne, c'est en fait un nom assez spécial parce que tu es interne à l'hôpital, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Est-ce que c'est vraiment passer un cap ? Est-ce que tout devient plus concret, plus sérieux ? Comment tu dirais, comment tu as vécu cette transition ? Plus sérieux, c'est exactement ça, en fait. Lorsque tu es externe, tu viens à l'hôpital, mais bon, t'es pas vraiment compté. Tu changes rapidement, on essaie vraiment de t'occuper lors de tes journées pour donner des tâches à faire. T'as un rôle, mais si tu n'es pas là, il y a les internes, etc., qui s'occupent des patients. Ta présence n'est pas vraiment obligatoire. Elle est obligatoire, ta présence, mais... Elle est obligatoire, ça veut dire que l'hôpital peut tourner sans toi. Le service peut tourner sans toi. Tandis que quand tu deviens interne, tu es vraiment attaché à un médecin. C'est obligatoire en termes de tu dois aller en stage, c'est ton apprentissage. Oui. Et tu es un +1 en fait, un élément en plus. Oui. Donc c'est sûr, tu aides lorsque tu es là, mais si tu n'es pas là, normalement, le service peut tourner. Lorsque tu deviens interne, tout d'un coup, là, le service se repose aussi sur toi. Tu vas prendre une charge de travail qui souvent n'est pas facilement remplaçable parce que tu vas, par exemple, en hospitalisation, tu vas voir les patients tous les jours, tu vas créer des liens spéciaux avec eux, avec tous les patients. Les chefs seniors, comme on les appelle, ils viennent parfois vérifier ce qui s'est passé, mais en fin de journée ou en début de journée. Tout le reste du temps, c'est toi qui es en charge du bon fonctionnement de t'es le bras droit de ton médecin, quoi, qui te supervise. Ouais. Et surtout, c'est toi qui as vraiment un lien vraiment très particulier avec les patients. Je m'en souviens que les patients, souvent, lorsqu'ils entrent et qu'ils sortent d'hospitalisation, sur plusieurs mois,
finalement, c'est avec toi qu'il discute le plus souvent. Leur médecin oui. référent, c'est vrai qu'il le voit lors de l'hospitalisation 1 fois ou 2 fois, et il le voit lorsqu'il le voit en consultation, mais durant cette période-là, tu seras leur interlocuteur privilégié. Et donc, c'est dans ces moments-là que des liens forts se créent avec les patients. Et aussi, tu as un rôle avec les familles. Ça veut dire que lorsque tu dois discuter avec des familles, la famille vient à 15h pour voir un médecin. C'est toi qui vas les recevoir et expliquer ce qui se passe, souvent avec le patient. C'est des moments forts. Et si on revient, je crois que je n'ai pas répondu complètement à ta question, c'est quoi réellement devenir interne? C'est être toute la journée à l'hôpital. Ouais. Donc voilà, c'est que tu arrives le matin, tu repars le soir comme quelqu'un qui travaillerait dans n'importe quel travail. Et c'est avoir vraiment tes premiers patients aussi, à toi tout seul. Mais c'est surtout que c'est notre premier travail à temps complet. En fait, c'est notre premier travail, comme les personnes connaissent. C'est-à-dire où on est intégré à une équipe, à une structure pendant 6 mois. Et on va travailler ces structures-là. Et la responsabilité aussi, elle est totalement différente. Il y a beaucoup d'exemples qui sont assez drôles sur ce sujet. Ça veut dire qu'on passe d'un médecin avec un niveau de connaissance et de compétences équivalent à un niveau de responsabilité 0 à 100%. Ça veut dire que du jour au lendemain, on a le même niveau de connaissance, le même niveau de compétence, sauf que ce qu'on nous demande de faire est totalement... Il y a vraiment une marge d'escalier énorme. Oui, mais au début, t'as pas toutes les connaissances, quoi. Donc en fait, t'apprends. Je peux te raconter un tout petit truc et puis tu vas réagir à ça. Pendant mes chimios, docteur en hôpital de jour, je voulais être vue par l'oncologue. Alors j'avais de la chance... Pas par l'interne. Et je t'explique. J'avais la chance d'être dans un tout petit hôpital, avec un tout petit département chimio, et donc finalement, j'entendais la voix de mon oncologue qui arrivait, donc je faisais coucou dans le couloir comme ça, donc en fait, je le voyais chaque fois, lui. J'ai eu peut-être 1 ou 2 fois un interne, et j'étais un peu triste de pas voir mon oncologue. Tu vois, j'avais envie de parler à mon oncologue. Par contre, dans les plus gros hôpitaux, je te le dis comme ça, parce que c'est l'oncologue que j'avais envie de voir, j'avais une bonne relation avec lui, et je me disais, mais attends, il est tout jeune, est-ce qu'il va bien passer les informations et tout ça, donc en tant que patiente. Par contre, tu as des beaucoup plus grands hôpitaux, et là, j'ai une amie patiente qui m'a dit, je ne vois jamais mon oncologue. Et donc, c'est terrible, en fait. Je vois que des internes, et chaque fois des différents, donc voilà. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis. Je pense que c'est très proche de la réalité. C'est-à-dire, ça dépend des services, des types de pratiques des médecins. Je peux te couper encore une fois. Oui, j'ai eu un interne absolument extraordinaire, je tiens quand même à dire. Mais il y en a beaucoup. Oui. Non, mais qui était, on voyait qu'il était tout bébé, quoi. Il était plein d'empathie, il a déposé sa main et tout ça. Donc, on voit qu'en fait, qu'ils apprennent, Alors, déjà, pour venir ils apprennent, lorsque je te dis que c'est niveau de compétences et connaissances équivalentes, tu as énormément de connaissances théoriques. Je pense que c'est le moment où tu as le plus de connaissances théoriques de ta vie médicale. Tu as passé 2 ans, un peu plus de 2 ans, à apprendre, à potasser chaque détail de chaque maladie, de chaque symptôme, de chaque traitement. Et en plus, tu es hyper à jour sur ce qui se fait, parce qu'en fait, le concours, il va demander ce qu'on doit faire aujourd'hui, pas il y a 5 ans. Mais tu as moins de connaissances pratiques. Et donc, les connaissances pratiques, oui, faire des gestes, et encore, dans tes stages, souvent, tu les as un peu, mais tu les as moins pratiquées. Et donc, lorsque je te disais qu'on a énormément de connaissances, en vrai, on a énormément de connaissances lorsqu'on arrive en internat. Après, on a des connaissances des livres et pas forcément, en fait, lorsqu'on va connaître la pratique, on va nous dire, t'es bien mignon, mais en fait, c'est pas ce qu'on fait réellement. D'accord, la recommandation dit ça, mais ton patient, il n'a pas exactement ça. On n'est pas dans un cas clinique ici. Oui, exactement. Alors, et pour venir juste à ce problème de interne, oncologue, ça dépend déjà de la structure, comme tu as dit, parce que parfois, les praticiens seniors, ils sont tellement pris par tout ce qu'on leur demande de faire dans le même temps qu'ils peuvent pas se permettre de chaque patient qui vient en hôpital de jour d'aller les saluer. Il y en a qui, malgré tout, essayent de prendre le temps. Ça dépend de la structure aussi. Mais ça dépend d'autre chose. Après, il y a des structures déjà qui sont pas dotées d'internes. Donc, de toute façon, tu es obligé de tout faire toi. Et ensuite, mais moi, je comprends totalement ce que tu dis. Ça veut dire que c'est fréquent que lorsqu'on voit un interne, on se dise, mince, je vois pas le médecin. Ou que lorsqu'on va avoir une ponction ou quelque chose, je voudrais que ce soit le chef qui le fasse, pas l'interne. Et ce qui est parfois drôle, nous, ça nous amuse un peu parce que l'interne, lorsqu'il est en hospitalisation, par exemple, c'est un pneumologue, des ponctions pleurales, il en fait à la chaîne, parce qu'il en a fait beaucoup. Ouais. Et peut-être le médecin senior qui se retrouve à faire plus de consultations. Et, on a fait moins, en fait. En fait, il en a fait beaucoup aussi. Mais avant, peut-être que maintenant qu'il fait plus de consultations, qu'il est moins en salle d'hospitalisation, il en fait moins. Oui. Mais bon, en général, les deux le font très bien. Mais voir l'interne comme celui qui va peut-être moins maîtriser les choses, c'est se tromper sur, finalement, à quel point il est impliqué dans le service, à la fois humainement, comme tu l'as très bien dit, mais aussi en termes de présence, de gestes techniques. Vraiment, c'est
l'interne dans la part des services qui font tourner la routine le jour du service. Lucien, est-ce que tu te souviens de ton premier patient dont tu étais entièrement responsable? Alors, je vais dire sans supervision, mais il y a quand même toujours une supervision. Ou déjà tu prescris et tout ça, et tu dois quand même toujours rapporter la situation à ton chef, ou tu as un patient tout seul? Alors en fait, ce qui est étonnant, c'est que dès le premier jour, tu es dans le banc. On va dire, voilà, tu vas t'occuper de telle partie de la salle. On dirait 15 patients dans la salle, t'es 2 internes. Et tu vas t'occuper de 7 patients, l'autre 8 patients. Et le principe, en fait, c'est qu'il y a des patients parfois qui rentrent en hospitalisation pour une raison X ou Y. Il peut avoir une infection. Il peut se sentir altéré, ou ça peut être pour un diagnostic. On va voir, il a une maladie, par exemple, dans le poumon, et on va essayer de trouver d'où ça vient. Est-ce que la maladie est localisée? Est-ce qu'il y a des métastases? Oui, là on parle que d'oncologie, on est bien d'accord, parce que là, quand ton internat, mon c'était... stage, c'était en pneumologie. Oui, mais donc tu ne fais plus que de l'oncologie, puisque... Non, en fait, c'est ça qui n'est pas juste. C'est qu'en fait, pour devenir cancérologue, par exemple, tu as une maquette à respecter avec un certain nombre de stages que tu dois faire. Mmh. Tu as des stages libres, tu as une grande partie qui est en cancérologie et en radiothérapie. Ouais. Tu as des parties en imagerie pour la radiothérapie et tu as des parties... Voilà, tu peux faire un peu des stages libres. Donc, tu pourrais faire un stage en pathologie, si tu veux, en anatomopathologie. Oui, mais c'est encore un rapport. Ça a toujours un rapport avec la cancérologie, en fait. Par exemple, tu essaies en fait de faire quelque chose qui te donnerait une vue assez globale de ton métier et donc de te former même dans les spécificités qui t'intéressent. Alors, j'ai quand même une question. Avant d'arriver à l'internat, tu avais déjà fait un stage en onco? Non, jamais. Ah, donc c'est là que tu as commencé. On en parlera sûrement dans le prochain épisode de comment j'ai choisi d'être cancérologue. Voilà. Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier patient tout seul? Alors, mon premier patient tout seul, ce que je te disais, c'est que dès l'entrée, tu prends toute une moitié de salle tout seul. Donc, tu vas faire la visite, souvent avec ton chef de clinique, tu vas rentrer dans chaque chambre, dire bonjour, voilà, voici une nouvelle interne, qui va vous prendre en charge. Et à partir de là... Ah, donc c'est chaque fois le médecin, ton chef qui présente, en fait... pas forcément. Moi, ça s'est passé comme ça. Ouais. Le chef fait le tour de la visite avec nous, il nous a présenté. Ouais. Disons que c'était de nouveaux internes. Souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine précédente, si le patient est hospitalisé, par exemple, depuis 10 jours, il avait quelqu'un d'autre avec qui il a créé une relation de confiance et nous, on arrive. C'est pas évident, hein. Comme tu vois, moi, je prends la casquette du patient, hein. Plus, tu vois, et moi, je voyais les internes qui changeaient aussi, hein. Donc, c'est pas... Ce qui est compliqué, c'est nous, on sait. On sait, par exemple, qu'on arrive, on est le premier jour, on connaît pas le logiciel, on connaît pas le service, qu'on connaît moins bien la spécialité peut-être dans laquelle on est. Et que les patients, avant, ils avaient des personnes en fin de semestre qui étaient bien rodées. Ouais, et puis t'as créé quelque chose, tu vois, c'est un peu perturbant en fait pour un patient. Après, j'ai l'impression de faire un peu l'avocat du diable. Après, il faut recréer quelque chose. C'est ça tout l'enjeu. Ouais, exactement. Et donc là, tu deviens responsable de cette manière de ces patients, sachant que tu agis toujours sous la responsabilité de ton chef. Lorsque tu es interne, tu n'es pas responsable à proprement parler. Normalement, tu agis sous la supervision d'un de tes chefs seniors. Mais ce que tu dis est vrai, ça veut dire que à partir du moment où tu vas prendre les patients en charge, tu vas être l'interlocuteur, c'est toi qui vas être en charge de regarder leur bilan, de réfléchir aussi à ce qu'on pourrait faire pour les améliorer ou pour avancer. Donc souvent, le matin, le chef te donne des missions, mais il peut arriver qu'un patient en hospitalisation, par exemple, a une infection grave, il se met à frissonner, à la fièvre, et donc là, c'est toi qui dois devoir réagir. Tu peux avoir un arrêt parmi tes patients. Et donc le chef, bien sûr, tu vas le prévenir. Et parfois, tu vas surtout gérer le problème, puis le prévenir, puis prendre des conseils. Ouais. Parfois, le chef n'est pas joignable, tu es dans une consultation. Pour ceux qui sont en chirurgie, par exemple, le chef peut être au bloc dans une opération compliquée et pas forcément joignable facilement. Heureusement, souvent, c'est tes premières responsabilités, quoi, vraiment. Exactement. Et ce qui arrive, c'est que tu n'es souvent pas seul interne. Moi, je sais que j'avais la chance d'avoir une interne plus âgée que moi. Avec toi. Dans ma salle, celle qui s'occupait d'une partie de la salle, moi de l'autre. Okay. Donc c'est sûr que je peux lui demander des conseils. Ok. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as eu peur et tu t'es dit merde, est-ce que je prends la bonne décision, je suis tout seul Le moment où je me suis le plus fait ces réflexions-là, c'est lorsque j'étais en garde. Parce que en garde, tu te retrouves parfois appelé dans les hôpitaux, dans les étages qu'on appelle. C'est qu'en fait, moi les gardes d'urgence, c'est un des souvenirs les plus terribles que j'ai de l'internat. Je pense que ça a pu se modifier, mais... C'est urgence onco alors? Non, urgence générale. Lorsque tu es dans un stage, imaginons je suis un stage, on va dire, à l'hôpital, on va prendre l'hôpital Tenon, je fais un stage même de radiothérapie de cancérologie, mais j'ai participé au pool de garde de tous les internes sur les urgences de l'hôpital. Et ça sera pas onco? C'est général, tu fais de tout. Tu es censé savoir tout gérer, tu sors du concours d'internat, normalement tu es bien calé. Et ce qui est particulier avec ces gardes-là, c'est que déjà, d'une part, tu vois les patients seuls, et là, pour le coup, le senior, souvent, va pas forcément revoir le patient si tu lui dis pas que quelque chose ne va pas. Sur un patient que tu l'as fait un bilan un peu
voilà, pour une douleur thoracique un peu classique et que tu trouves qu'il n'y a rien, tu vas débriefer à ton chef, il va regarder le dossier avec toi, mais il va te faire confiance. Et donc, dans ces cas-là, peut-être que toi, imaginons que tu as mal interprété ou tu as mal fait les choses, peut-être tu es passé à côté d'un diagnostic et tu étais évident si lui l'avait examiné. Oh là là. Voilà. Après, encore une fois, moi, je parle, pour nos auditeurs, je parle bien des expériences que j'ai vécues. Il est possible que dans beaucoup de services, les choses soient organisées autrement. Oui. Mais le souvenir, je dis, le plus dur que j'ai eu, déjà, ce sont ces gardes aux urgences. J'avais un sentiment, c'était très éprouvant. Je me souviens, par exemple, les gardes du dimanche de 24 heures. On arrivait à 9h du matin, et là, on commençait. Et on ne s'arrêtait pas jusqu'aux 9h le lendemain matin. Mais oui, mais donc en fait, t'es crevé, quoi. T'es Donc t'as moins de crevé, jugement. t'as pas forcément le temps de manger. Et moi, ce qui me marquait, c'était de voir les équipes des autres corps de métier s'alterner. Les infirmiers, les aides-soignants, ils changeaient. On voyait 2 switches pendant notre garde. Et toi pas, quoi. Et non, ils nous restaient là. Et peut-être qu'encore une fois, ça a changé, mais moi, je me souviens qu'il y avait souvent, on voyait pas la chambre de garde. Il y avait une chambre de garde officiellement, mais on coupait pas la nuit. C'est-à-dire qu'on faisait. Mais quand tu dois prendre des décisions aussi importantes, à un moment donné, ton jugement est pas bon quand t'es épuisé. Ton jugement est pas bon. Moi, je pense que des patients, c'est sûr, qui arrivaient plus tard dans la nuit, ils étaient moins frais. Je pense que les patients du début, là, tu fais tout, tu mets des barrières en plus pour bien t'occuper d'eux, et tu demandes conseil lorsque tu sens que ton jugement, comme tu dis, est altéré. Oui. Mais c'est surtout, moi, je te dis, ce sentiment d'épuisement, de responsabilité. Et ce que je voulais te rajouter par-dessus ça, et c'est ce que j'ai trouvé peut-être le plus responsabilisant dans ce que j'ai vécu. Je vais te raconter une histoire. On est appelé en plus de ça par les étages. Encore une fois, je parle des urgences que j'ai vécues. C'est-à-dire que dans les étages, ça veut dire qu'une infirmière, les infirmières dans l'hôpital n'ont pas de médecin sur place. Donc, elles vont appeler les urgences s'il y a quelque chose qui se passe dans le service. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est l'interne qui va monter. Donc, là, déjà, en plus, c'est le feu aux urgences. Et tu dois souvent te détacher pour aller voir quelqu'un qui a fait une chute. Un constat de décès. Ça, c'est des épisodes assez traumatisants, on en a parlé. J'ai une espèce d'image d'une pieuvre avec plein de tentacules qui doit être partout à la fois. Bah, c'est ça. C'est vraiment l'image, quoi. Tu vois, avec 10 bras. Surtout, je m'en souviens que ce soit quand on était souvent 2 internes de chef, et souvent, lorsqu'un des internes, surtout on doit aller dans les étages, l'autre, il dit, s'il te plaît, reviens vite, quoi. C'est parce que c'est le feu en bas, et en plus, on a souvent des patients qui sont venus pour quelque chose qu'on a commencé, nous, à voir, et pour lesquels on attend des bilans, donc on doit aussi faire des transmissions. Et ce moment, j'ai un souvenir assez particulier d'une part, du moment où on quitte les urgences pour aller dans les étages, parce que quand j'avais écrit une nouvelle à ce sujet, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, c'était Une nuit blanche au théâtre. On endosse un rôle de médecin avec cette blouse, ce costume, voilà, on doit donner de l'attention à tout le monde. Oui, voilà, et que ce moment où on est appelé dans les étages, c'est un peu un entracte. Oui. C'est un peu le moment où on redevient nous. Dans l'ascenseur, dans le couloir, on souffle un petit peu. On peut piquer une petite biscotte à une aide-soignante si on veut pour croquer un petit morceau. Le temps, moi, ça m'arrivait que parfois, dans les services qui me connaissaient, parce qu'on n'est pas rappelé dans notre service, les infirmières savaient qu'on n'avait pas forcément mangé. Elles nous disaient, tiens, si tu veux, il y a un plateau de patients, tu veux manger ensemble, donc essayer de manger un petit morceau vite, parce qu'on savait qu'on était attendu en bas. Il y a déjà des burn-out à ce stade-là, quand même. Je pense, oui. Il y a des burn-out tout le temps dans les études de médecine, mais dans tous les métiers de la santé, parce que je pense qu'il manque de moyens humains. Il manque de ressources matérielles. Donc oui, je pense. C'est vrai que là, vous êtes jeune, en fait. Vous êtes encore quand dans on la est force jeune, de l'âge. on a envie. Mais c'est des moments qui étaient très durs. On se sentait très dur. Parce que, encore une fois, on a ce sens de la responsabilité. On sait que chacune de nos actions peut avoir des répercussions lourdes. Et je vais te raconter l'histoire d'un appel que j'ai eu pour les étages où j'ai un patient qui a fait une chute. Donc, quand on fait une chute, on lui fait un ECG, on l'examine. Et moi, l'ECG... Une chute dans ta chambre, dans sa chambre. Oui. Donc, on remet au lit, je suis allé voir le patient. Bon, il était un peu confus. Donc, moi, j'essaie de voir dans son dossier, etc. Et là, je vois que le patient, il avait un trouble cardiaque auparavant. Et moi, je regarde son ECG. Le CG, c'est déjà pas normal avant. Moi, son ECG là, je comprends pas non plus ce qu'il a. Donc, j'appelle le cardiologue de garde. Parce qu'on est, pour lui dire, voilà, je marque un mot, je dis, voilà, j'ai vu ce patient, il a chuté, son ECG était normal. J'appelle le cardiologue de garde qui m'a dit qu'il va passer. Et un peu plus tard, donc moi, après, il faut que je retourne aux urgences, etc. J'appelle le cardiologue de garde, m'a dit qu'il venait maintenant, tout de suite. Donc après, moi, j'en suis beaucoup voulu pour cet épisode. Je me suis dit, est-ce que j'aurais dû rester avec le patient? Mais le patient allait bien, il me parlait, il me répondait. Il n'avait pas fait de malaise, il n'avait pas perdu connaissance. Et voilà. Et ce patient, après, j'ai appris que dans ce qui a suivi, en fait, son trouble cardiaque s'est assez aggravé et le patient a fait un arrêt qui a été récupéré. Et je me dis à ce moment-là, mince, mais comment j'aurais pu faire mieux? Et c'est ces moments-là... T'as appelé la personne qu'il fallait? J'ai appelé la personne qu'il fallait, mais on se demande toujours, mince, est-ce que j'aurais pu éviter cet épisode supplémentaire? Et d'un côté, je sais que je peux pas rester 2 heures là-haut parce qu'on m'attend en bas. Je sais que là, je dois arriver à la limite
de mes Mais connaissances, c'est ça, c'est surtout ça. que j'ai vérifié que le patient était en sécurité, que son trouble cardiaque préexistait et que le CG, pour moi, n'était pas interprétable. Donc, j'ai demandé un avis. Mais dans ces moments-là, je raconte cet épisode maintenant avec une voix normale, mais c'est ce type d'épisode, c'est un épisode qui te marque parce que tu te dis, mince, je suis médecin, je vais avoir la vie des gens entre mes mains et pourtant, il y a des décisions que je prends qui peuvent avoir un impact plus lourd que je ne le pense. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'aurais pu mieux faire. Mais je me dis que dans cette situation particulière, peut-être que le patient aurait peut-être pu mourir. Voilà. Oui. Et que, à ce moment-là, moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi à cette annonce parce que cette culpabilité m'aurait suivi longtemps. J'ai eu la chance que le patient, ça soit bien passé pour lui ensuite. Parce que j'ai fait ce que je pensais nécessaire pour lui. Mais c'est surtout que peut-être tes compétences, c'était maintenant le ressort d'un cardiologue, comme tu as dit. Donc, Voilà, ouais, mais juste te dis la complexité. mais ça doit arriver plusieurs fois. Tu parles de responsabilité, Oui, c'est exactement ça. C'est finalement, on sait qu'à ce moment-là, on est tout seul. Que bien sûr, en revenant dans les urgences, j'ai débriefé la situation à mon chef. Et après, plus tard, j'en ai parlé dans mon service parce que ça m'avait marqué cette histoire. Et on m'avait rassuré. On m'a dit, maintenant, tu ne peux pas faire plus. Oui. En fait, t'as pas à t'en vouloir. Mais c'est vraiment ça, en fait, la responsabilité. Oui. C'est que ta présence, à un moment donné, aura des répercussions qui ne seront liées, en grande partie à toi, à ce que tu feras, à ce que tu diras, à qui tu passeras comme coup de fil. Et imaginons, je prends un exemple, d'un autre interne qui n'aurait pas pris les mêmes précautions que moi. Imaginons qu'il n'aurait pas fait de CG. Voilà. Et le patient aurait fait un arrêt cardiaque après. D'ailleurs, dans Hippocrate, voilà, c'est un très bon exemple. J'y pense à ça dans le film. Pas vu. Voilà, en fait, je crois que l'interne, à un moment, il y a un patient qui a un trouble cardiaque et il demande est-ce que tu as fait le CG? Et il lui fait oui, j'ai fait le CG. Il le trouve pas dans le dossier, il le trouve nulle part. Et en fait, je crois qu'il a pas fait le CG. Il l'a pas fait, oui. Voilà. Et finalement, quand j'y repense, ça me fait penser à mon histoire et je me dis en fait, ces situations, ça peut être source d'énorme culpabilité. Parce qu'encore une fois, l'interne qui serait monté fatigué voir ce même patient, peut-être qu'il aurait pas fait cet examen et si le patient a fait le trouble après, je ne sais pas dans quelle étape psychologique serait cette personne parce qu'il aurait sur ses épaules la responsabilité de ne pas avoir fait aussi bien que la fonction lui imposait de faire. Il faut pas oublier que c'est pas exact. Vous n'êtes pas des robots. Vous êtes des surtout qu'on est humains. en formation officiellement. Oui, Mais et épuisé de 24 heures de garde. Enfin, après, les gardes, souvent, c'est pas 24 heures. Parfois, c'est la nuit. Mais souvent, tu enchaînes ta journée de service avec ta garde. Ouais. Mais en fait, c'est ça aussi qu'il faut savoir lorsque tu es médecin. On peut donner toutes les bonnes raisons du monde. On peut te dire, t'es fatigué, tu t'étais en formation, etc. En fait, il y a la vie des personnes entre nos mains. Oui. On n'est pas en train, dans une agence, à faire un communiqué pour une agence, pour une publicité, pour leur parfum. Voilà, où on te dit, t'étais fatigué, t'as fait le mauvais dessin, c'est pas grave, le fichier est mort. Non. Là, il y a des personnes... J'adore la comparaison. Non, mais c'est vrai. Et là, en fait, on a beau être assuré, en fait, on a notre conscience pour nous et on se rejoue la scène. Moi, cette scène-là, parmi beaucoup d'autres, ce sont des scènes qui ne m'ont jamais quitté. Parce que je me revois le ramasser. Je me revois ce patient le remettre et faire l'examen. Je me revois devant son dossier médical ouvert en train de marquer mon mot. C'est des choses qui sont ancrées dans notre mémoire. Et je me revois plus tard, dans la soirée, où le cardiologue m'appelle, dit il est en arrêt. Voilà. Et ça, bon, et encore une fois, il m'a appelé une fois qu'il est arrêté, qu'ils l'ont massé. Et après, ce qui m'a rassuré, le cardiologue, je lui ai dit qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce qu'il y avait quelque chose sur son ECG? Il m'a dit que c'était très compliqué parce que en fait, il avait un pacemaker, il avait des troubles préexistants, il avait plein d'autres comorbidités. Mais il m'a juste informé de ça. Moi, d'un côté, je lui en voulais de pas être venu plus tôt. Voilà, mais, et d'un autre côté, je m'en voulais à moi parce que je me suis dit mince, j'aurais aimé jamais avoir cet appel. On va pas s'étendre sur cette histoire. Non, mais pour te dire la complexité. C'est la responsabilité, quoi. La complexité de ce qui se joue dans ces moments. Et encore une fois, tu as à la fois à gérer tous les patients que tu as en bas, souvent t'en suis beaucoup en plus. Tu as appelé dans les étages pour des cas qui peuvent être une chute, en fait, qui sont bien plus complexes, comme l'a montré ce cas-là. Et t'es aussi appelé dans les étages pour des choses qui sont très émotionnelles. C'est aussi étrange. On va t'appeler dans un service où quelqu'un est parti. Tout le monde le sait. Les infirmières, presque aides-soignantes, attendent devant la porte pour nettoyer la chambre, pour nettoyer le patient avant que la famille arrive. Et toi, tu as fait un constat de décès devant une personne que tu connais pas. Tu rentres dans une chambre, seule, silencieuse. Il y a de l'ombre. Alors que tu étais dans une espèce de d'effervescence, 3 étages en dessous. Il y a un contraste. Et là, tu arrives, tu rentres, tu ne connais pas cette personne. Tu le vois que la personne est décédée. Et les personnes décédées, il y a vraiment il y a une texture de peau, il y a une attitude. Et ça, c'est quelque chose de... Voilà, lorsqu'on voit ce type de corps, on s'en souvient. Et on doit acter le décès.
C'est légal. Et donc, on doit faire en sorte de vérifier si la personne est vraiment décédée et après noter l'heure. Et donc, il y a quelque chose de très, très particulier d'avoir ce corps à corps avec cette personne qu'on ne connaît pas, qui est partie. On n'a aucune intimité avec lui. On ne l'a jamais connu de son vivant. On ne sait pas quelle était sa parole, quelle était la lueur dans son regard. Et on voit, voilà, ça. Et devoir acter ce décès de cette personne sans jamais avoir aucun lien avec lui, c'est très particulier. Et en plus, l'étape d'après, on nous dit, il faut appeler la famille. Et donc, on se retrouve à appeler la famille. Attends, mais pas au milieu de ta nuit, là, Si, au milieu de ton... tout de suite. Il faut le faire tout de suite pour qu'il puisse venir. Tu sais ce que j'ai envie de te dire, c'est comme si vous étiez complètement schizophrène, quoi. En fait, c'est comme si vous mettiez des masques différents. Vous changez de chambre, vous changez d'étage. Moi, c'est ça, je pense, au théâtre, parce que tu dois vraiment, en fait... jouer des rôles, c'est juste dingue. C'est le rôle de médecin, ouais. Et moi, j'ai le souvenir aussi, ça, moi, je prenais souvent la carte du 24 décembre, la garde du 24 décembre, parce que je fais pas Noël, donc ça ne me dérangeait pas. Et un 24 décembre, au soir, j'ai dû appeler une famille, parce que je pouvais pas attendre le lendemain, il fallait les prévenir. Donc je les appelle et là j'entends la fête. J'entends, attendez, c'est l'hôpital. Et je suis comme ça. Et là je ne connais pas cette personne à l'autre bout du fil. J'entends le silence qui se crée autour. Alors que, et là, je les appelle pour l'informer que ce membre de sa famille était mort. Et là, quels sont les mots que l'on peut utiliser pour dire ça? Eh bien, ça va être ma question suivante. On peut pas dire sa mort était douce, on n'était pas là. On peut pas dire on a fait ce qu'on a pu, j'en sais rien. Non, mais tu peux adoucir quand même. Bien sûr, on essaye. On essaye de dire voilà. Moi, souvent, j'essayais souvent aussi de dire que. J'ai la profonde tristesse mais dire qu'il avait l'air paisible, que voilà, que. Je sais pas, en tout cas, essayer de trouver des mots pour dire que. Pour amortir un peu. Amortir de la douceur. Après, je sais, souvent, je parlais aux équipes avant. Pour avoir un peu des contextes. Oui. Je lisais le dossier pour savoir un peu de quoi, si c'était on n'annonce pas la chose de la même manière si c'est une mort attendue. Quand on dit une mort attendue, c'est parfois lorsque des patients une longue maladie, dans une maladie où il n'y a plus de traitement actif et que la personne est hospitalisée pour des traitements de confort exclusivement. Parfois, on sait que, quand on est dans son de confort exclusif, que là, on fait en sorte d'adoucir la fin de vie d'une personne. Et c'est pas un gros mot, la fin de vie. On est tous vivants. Un jour, on aura tous une fin de vie. On a un début de vie, on aura une fin de vie. Et lorsque la fin de vie est difficile, parfois, il fait bon de l'adoucir. Et c'est ce que font les hôpitaux, les services des hôpitaux. Par contre, si c'était quelqu'un qui venait, parce qu'il venait pour une appendicite et qui a une mort brutale, on va pas appeler les gens de la même manière. Et souvent même, dans ces cas-là, on va demander d'être aidé pour pas faire une annonce au téléphone qui serait désastreuse. Les gens, il faut pas oublier que les personnes, lorsqu'ils ont une annonce de ce type, eux aussi, ils sont marqués à vie par cette annonce. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont à ce moment, je pense que peut-être ma voix est dans la mémoire de certains, parce qu'ils m'ont entendu lors de ce moment-là, ce moment fatigue, ils savent où ils étaient. C'est comme lorsqu'on a des annonces quand on a eu le Bataclan, quand on a des choses comme ça, on sait exactement où on était, avec qui on était. Oui. Voilà, moi je sais que pour le décès de mes grands-parents, je savais à quel endroit j'étais, quand je l'ai appris, par qui je l'ai appris. Et... c'est jamais des bonnes annonces. C'est des annonces hyper... Alors, c'est vrai de adoucir le mieux qu'on peut. Mais pas non plus, en fait, faut pas passer non plus... C'est très brutal pour les personnes. Ouais. Et c'est aussi un cadre légal. Ça veut dire que je ne suis personne pour eux. Je ne serai que la voix du téléphone qui annonce que il faut qu'ils viennent s'ils veulent voir la personne dans la chambre. Voilà. Ouais. Alors, et comme tu dis, juste pour cet épisode-là, je disais c'est étrange. Et en fait, c'est étrange de partir de cette effervescence, d'aller seul dans les couloirs, de faire face à des choses qui peuvent être assez troublantes comme celle-ci, et de revenir dans l'effervescence. Alors que tu as vécu un truc énorme. En faisant... abstraction. Voilà, c'est la normalité. Et on va pas aller voir son collègue en disant waouh, je viens de vivre quelque chose de dur là. Non, on n'a pas le temps. Moi, je sentais qu'on n'avait pas le temps de ça. Fallait, voilà, notre en plus nous attendait en bas. Et les patients qui sont accumulés aux urgences, qui ont 2-3 heures d'attente, il fallait qu'on y aille, quoi. On n'avait pas le temps de débriefer sur alors comment ça s'est passé là-haut. Alors, est-ce que tu crois, je vais te poser une question un peu extrême, mais est-ce que tu crois alors que tu te désensibilises ou comment tu fais pour gérer tout ça, ou tu t'habitues? En m'entendant aujourd'hui, tu remarques que ce sont des choses qui sont ancrées encore en moi. Je pense que on fait avec, et lorsqu'on parle de devenir médecin, comment devient-on médecin? Je pense que ce sont toutes ces expériences qu'on a en commun, pour la plupart des médecins, qui nous font, au fur et à mesure, devenir médecins. Oui. Ça veut dire que c'est cette rencontre face à la maladie, cette rencontre face à la mort, cette rencontre face à la responsabilité, à la difficulté, ces décisions. Un médecin, c'est un pouvoir de décision, c'est ça. Essayer de juger ce qu'il faut faire en un temps donné, dans un temps souvent très court. C'est cette faculté de savoir quand on est en limite de compétences,
savoir quand est-ce qu'il faut demander un avis ou quand est-ce qu'on peut se débrouiller seul. C'est aussi ce côté de corps de métier. Ça veut dire, lorsque je redescends pour rejoindre ma co-interne qui est aux urgences, j'ai pas besoin de lui parler. En fait, on sait tous les deux ce qu'on vit. Je pense. Je pense qu'il y a ça aussi qui se joue. Et je me souviens Une espèce de fraternité. d'un moment, ça. tu parles de mon premier stage d'internat, j'ai un moment très fort qui m'a marqué, une phrase très forte d'une collègue. Ma collègue qui était avec moi en salle, qui était plus âgée que moi. Et à un moment, j'étais vraiment bouleversé par une situation, peut-être qu'on en parlera. Les auditeurs vont dire, il est bouleversé tout le temps, ce médecin, ça va. Non. On est là pour parler de ces moments-là. Hein. Il faut savoir que c'est ce début d'internat, et en fait, qui était très fort en émotion, parce qu'encore, on vit beaucoup de choses après, comme tu dis, on se blinde peut-être. Voilà, c'est ça. Et je pense que moi, j'ai pas eu tous les mêmes réactions dans les premiers. D'ailleurs, mes réactions, elles étaient assez normales, parce que on feint tous la normalité. Je pense que le médecin demain qui va avoir un constat de décès et qui s'effondre, qui fait un scandale, etc., je pense que globalement, on va dire peut-être il faut que tu penses à te retirer un peu, te mettre dans un endroit, tu seras peut-être moins sensible, moins en situation de fragilité. Parce que ça, ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu as vu tout ton métier. C'est ton métier, en fait. C'est le métier que tu as choisi. C'est comme si quelqu'un qui veut faire avocat, il a peur des robes d'avocat. En fait, ou il a peur du juge. En fait, en fait, il faut aussi dire, ok, t'as épousé ce métier-là, il faut pas te plaindre de ce que tu rencontres dans ce métier-là. Et je pense que du coup, comme tout le monde, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai grandi avec. Mais je pense que c'est vrai que lorsque c'est vu d'un œil extérieur, c'est assez fort et on se doute pas que de l'autre côté de ces murs d'hôpital, il se passe tant de choses. Ouais. Ah oui, désolé. Tu veux encore dire quelque chose? Oui, Ouais, parce que moi j'ai des questions. Vas-y. Non, parce qu'en fait, je voulais te parler de cette co-interne qui m'avait dit cette chose. Lorsque j'étais bouleversé dans mon stage, j'avais commencé l'histoire, je l'ai pas terminée. Donc j'étais bouleversé et j'avais besoin de son soutien émotionnel cette fois. Parce que c'était une personne que j'adorais et ça se passait pas bien du tout pour elle. J'avais besoin de lui en parler. Et elle m'a dit, écoute, moi aussi j'ai mes problèmes à gérer. En gros, elle m'a plus ou moins dit, je ne peux pas prendre plus. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, tout le monde a sa charge émotionnelle qu'il a avec ses patients. Et en fait, c'est dur en plus d'absorber celle de son voisin, de son coin interne, etc. Moi, ça m'a marqué à cette époque-là, mais je peux comprendre. Et je trouve ça même sain qu'elle me l'ait dit plutôt que se laisser envahir. Et vous avez des superviseurs ou des personnes à qui vous pouvez parler, tout ça? J'avais beaucoup de chance à ce premier stage. Une espèce de mentor? J'avais un groupe Balint. C'est un groupe en fait qu'on avait avec un psychologue, des médecins, et on racontait tous nos histoires. Ah, c'est bien. Et ça. même les chefs de service. Et on avait débriefé avec une psychologue, etc. Et c'était très utile. Et souvent, tout le monde pleurait. C'était vraiment... Tout le monde mais pleurait, ça fait tous du les bien, médecins. quoi, non? Et non, mais c'était... moi, je pensais que c'était la normalité dans tous les services. En fait, c'était le seul service où j'ai rencontré ça. Et c'était lors de mon premier semestre. Ok. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance à ce sujet. Alors, tu sais que j'ai préparé des questions. Je savais pas que tu allais me raconter tout ça, mais en fait, les questions suivantes, quand même, sont... Voilà, ma question était celle-ci. Est-ce qu'on a le droit d'être bouleversé quand on est médecin? Mais en fait, je vais te la reformuler autrement, parce que là, effectivement, tu as raconté que tu as été bouleversé, mais est-ce qu'on a le droit d'être bouleversé et s'effondrer devant un patient? Alors, Ça, je question. pense que tu as tous les droits en tant que médecin. Ça veut dire que tu es un humain. Mais en fait, S'effondrer devant un patient, c'est... Non, mais on te demande d'endosser un rôle. Ça veut dire que le patient, il a besoin que tu sois fort. Moi, je pense que le patient, c'est mon interprétation. Lorsque le patient est avec sa maladie, qu'il a sa souffrance de sa vie personnelle, ses enfants, il sait pas s'il va les voir grandir, etc. Si tu commences tout d'un coup à pleurer avec lui, bah non, c'est ma perception. Je pense que toi, t'es dans ton rôle d'orientation, dans ton rôle de soutien, d'écoute. Mais je pense que l'émotion, t'as le droit de la ressentir. T'as le droit on en parlera après comment je faisais moi. Moi, je sais que j'écrivais souvent sur mes patients et mes relations avec mes patients. Mais je pense que tu incarnes quelque chose d'un peu plus grand que toi, qui est celui, lorsque le patient va voir un médecin, il va pas voir Lucien Lamy. Il va voir un médecin, et ce médecin, finalement, il a un rôle d'orientation, etc. Il va peut-être voir Lucien Lamy parce qu'il travaille à tel endroit, ou il a peut-être un peu plus d'atomes crochus avec lui. Mais ce qu'on lui demande à un moment, c'est d'avoir ce rôle de médecin. Et il aimerait, le patient, je pense, qu'il ait avoir n'importe quel médecin de telle spécialité, qu'il ait à peu près la même prise en charge, qu'il soit la plus conforme pour son bien-être. Ouais. Et tu m'avais posé, est-ce qu'on a le droit d'être bouleversé? Mais oui, bouleversé, tu l'as bien dit. Après, c'est vrai que je pense que si mon
Bah oui, tu l'as dit, Mais parce je que pense quand pas t'as qu'on ait le demandé... droit. Je pense pas qu'on ait le droit d'être bouleversé. Quand t'as demandé à ta co-interne, voilà, est-ce que je peux te raconter... T'as été bouleversé, mais pas devant le patient, quoi. En fait, lorsque t'es bouleversé malgré toi. Je pense que les rares fois où ces émotions ont été à deux doigts de me déborder plus que je ne l'aurais aimé, en fait, c'est des moments où on s'isole. Parce que, en fait, on n'a pas envie, déjà d'une part, auprès de nos collègues, de paraître pour faible, pour fragile, pour non apte. Voilà. C'est important. Parce qu'en fait, on veut être aussi apte que les autres et on sait que le chemin est long, que le chemin est vallonné, que le chemin est rude. Mais tu le sais que tout le monde passe par ces choses-là. Mais en fait, on le sait, mais en fait, tout le monde garde aussi dans son intime. Et comme on le dit, c'est qu'en fait, c'est un métier qui demande beaucoup de cette force-là. Et si on n'est pas capable, moi je voulais faire la cancérologie, à ce moment-là, il faut qu'on se dirige ailleurs. Est-ce qu'il faut prendre les spécialités aussi où on est capable d'absorber certaines choses. Donc je pense je disais qu'on n'a pas le droit d'être bouleversé. Si, on a le droit on va pas se faire virer si on est bouleversé. Et surtout qu'encore une fois, on est bouleversé malgré soi. Mais je pense que pour l'ensemble du corps de métier, on a besoin de tous tenir. Et pour les patients, on a besoin de tenir. Oui, parce que c'est vrai que après, moi, voir l'émotion chez le médecin, c'est aussi touchant. C'est un humain. Voilà, j'ai une amie oncologue qui me disait, voilà, quand je sens que les émotions sont trop fortes, je regarde sur mon ordinateur, je me pince la jambe elle peut pas craquer, quoi, devant le patient. Donc c'est... Je vais aller plus loin. Même si je vais au restaurant et que le serveur, par exemple, si le serveur se met tout d'un coup dans une émotion que je trouve inappropriée et qui remplit pas son rôle, on va forcément un peu dire, bah voilà, il pourrait un peu se contenir parce que voilà, moi je suis là, moi j'attends qu'il ait un service, qu'il d'abord vienne pourquoi il est là face à moi. Et je pense que dans la société, lorsqu'on est dans notre rôle social, dans notre rôle professionnel, on a quelque chose à tenir. Après, il arrive que exceptionnellement, pour des circonstances, c'est quelque chose qui nous dépasse et à ce moment-là, les personnes, je pense, peuvent le comprendre. Oui, mais Lucien, si t'es en fin de vie et que le médecin avec qui t'as créé toute une histoire verse quelques larmes, t'es en fin de vie, je vois pas où est le problème, quoi. C'est d'humain à humain, hein. Tu l'as écrit d'ailleurs. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est tout le paradoxe. C'est que, en fait, je suis totalement d'accord avec toi, tu le sais. C'est jusqu'à quand tient le rôle, jusqu'à quand on a besoin, enfin, on peut. Mais quand on parle de fin de vie, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Oui. C'est simple, de toute façon, tous ceux qui nous écoutent le savent. Et en fait, il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas de solution unique. Non. Et finalement, moi, je dis souvent que la médecine, la cancérologie, c'est un peu de l'improvisation. L'improvisation, c'est en fait, tu vas jouer avec quelqu'un, une discussion, et tu sais pas qu'est-ce que l'autre va dire. Et toi, tu vas devoir réagir, pas immédiatement, mais après, selon ce qu'il te dit corporellement, ce qu'il te dit verbalement, pour que tous les deux, vous arriviez à... On va garder ça pour l'épisode suivant, hein, parce qu'on va beaucoup parler de cancérologie dans l'épisode suivant. Il faut que ça marche. En fait, la relation médecin-patient, il faut qu'elle marche. Il faut que qu'on aille voir le traitement. Particulièrement en oncologie. Qu'on aille voir le traitement ensemble. Ouais. Et c'est l'improvisation parce que je vais pas réagir de la même manière face à Delphine Rémy que face à un homme qui a 60 ans, qui a fait l'armée. Je vais pas parler de la même manière à quelqu'un qui a eu 3 cancers, sa femme est morte d'un cancer il y a 1 an. Je vais pas parler des mêmes choses. Tu dois tenir compte de tout ça, oui. Donc, Lucien, on va un peu clôturer cet épisode. On parlera beaucoup d'oncologie. Tu dis cancérologie, toi, en fait. Pourquoi tu utilises l'un ou l'autre? J'utilise l'un ou l'autre différemment. Je trouve qu'oncologie, parfois, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Donc, voilà. Cancérologie, on en parlera beaucoup dans l'épisode suivant. Mais j'ai envie de conclure avec une petite question. Comment est-ce que tu as appris à parler aux familles? Est-ce que c'est dans les cours, le cursus, sur le terrain? C'est une petite question que j'avais pour toi. C'est sur le terrain. Parler aux familles, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé parce que il y a vraiment des réactions différentes à analyser, des personnes qui croisent les bras, qui sont en retrait, des personnes qui vont être beaucoup plus volubiles. Et il y a un côté de faire participer tout le monde, de réussir à donner la parole, tout en utilisant des mots adaptés pour que ce soit compréhensible par tous. C'est donner la bonne dose d'espoir adapté aussi à la situation du patient, mais aussi dire les choses justes. Ah, ça va être pour l'épisode suivant aussi. Oui. Et moi, je trouve que j'étais marqué par les réanimateurs qui avaient souvent ce rôle de parler aux familles alors que les patients étaient dans le coma. Et on ne savait pas trop si les patients récupéraient, parce que c'est des patients jeunes parfois, qui ont fait un accident de la route. Et voilà, on va devoir parler à la famille, et la famille attendait dans le couloir, ils sont tous là. Et j'ai toujours été étonné par la faculté de certains réanimateurs à réussir à rentrer dans ces pièces, à captiver tous les regards,
toute l'attention braquée sur eux, sur chaque mot qu'ils vont dire. Ils savent très bien, comme j'ai dit auparavant, que cette scène va sûrement être gravée dans la tête de tout le monde. Mais aussi dans la tête du réanimateur aussi. En fait. Lui, il en fait peut-être plus. Peut-être qu'il ne se souvient pas toutes les annonces qu'il a faites. Mais... regarde, t'as vu comme tu te souviens. Oui, toi, tu vois, donc tu mais... dis que les choses sont encore bien ancrées en toi. Je pense qu'on n'oublie pas ça. Et je m'en souviens que j'étais admirative de ça. Et d'ailleurs, ça a toujours été une faculté que je voulais réussir à obtenir. C'est réussir à faire en sorte que ces annonces et les personnes, ils sortent de là en se disant, en fait, pas « waouh, c'était génial ce qu'il a dit », mais en se disant « ok, on a été entendu et on a compris ». Pas avec de l'incompréhension, de la sensation d'avoir été mis de côté ou qu'on ne nous a pas tout dit. Oui. Tu sais quoi, j'ai encore une dernière petite question. Je t'en prie. Et après, on passera au suivant. Mais pendant cet internat, est-ce que tu as connu des moments de doute ou de découragement total en disant « c'est trop dur, je vais abandonner ». Alors, si je disais que j'avais jamais vécu de moments de doute et de découragement total, je pense que je serais un menteur parce qu'il y a des moments où on est au plus bas, mais comme partout, c'est la vie, hein, c'est des montagnes russes, des moments très hauts, des moments très bas. Et parfois, on se dit, mince, j'ai envie de tout arrêter, je vais entrer dans une entreprise, je serai salarié, j'aurai des collègues, voilà, ce sera super. Mais je sais pas si on peut parler d'abandon, parce que je pense qu'on n'abandonnerait jamais réellement médecine. Et dans mon cas, moi, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Et souvent, ma femme, quand je lui parle, même actuellement, parfois, je lui dis, mince, que j'arrêterai pas pour faire une autre carrière. Elle me dit, mais est-ce que tu te vois, je te vois pas du tout être avec des gens et dire que tu n'es pas plus médecin. Elle m'a dit, ça serait imprononçable pour toi, et je suis d'accord avec elle. C'est quelque chose que je ressens dans mon identité très profonde. Après, je sais qu'on en a parlé dans l'épisode 1, tu pourrais être médecin pour une entreprise aussi, hein. Oui. Tu vois, c'est possible. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on a déjà dit dans les anciens épisodes. Oui, si vous voulez savoir, allez les écouter. Dans le premier épisode, on a parlé de ça. Ouais. Mais en tout cas, on vous retrouve pour le 4e épisode où on va parler de ce choix qui a été guidé par une rencontre. On va parler beaucoup d'oncologie et de choses. Et l'heure du diplôme aussi, hein, ça c'est magnifique. Merci Lucien. Merci à toi. Et voici quelques extraits de la semaine prochaine. Parmi toutes les valeurs que peuvent composer une spécialité, la relation patient, c'est ce qui ne me décevrait jamais et je retrouve une richesse avec ça. Ça veut dire que chaque patient que j'allais rencontrer allait m'apporter une valence différente, une couleur différente dans mes consultations, dans mes journées, et que ça serait toujours renouvelé au-delà des traitements que j'allais pouvoir faire. Mais en tout cas, cet impact sociétal du cancer, du mot cancer, nous on le voit dans la consultation tout de suite. C'est que les personnes, elles viennent avec leur lot de représentation et il va falloir, avec ça, composer avec la personne qu'on a en face de nous. Et quand je dis composer, c'est vraiment de la musicalité. Ça veut dire qu'à deux, on va créer quelque chose. Et on ne se connaissait pas, on n'a pas besoin de devenir amis, c'est pas le but, mais on va devoir co-construire. Ces discussions, en fait, elles sont pas courtes. Typiquement, lorsqu'on arrive à est-ce que je suis des guéris docteurs, on va pas dire oui, non. Pour moi, là, ça rentre dans quelque chose de plus complexe, de discussion, de qu'est-ce que vous entendez par la guérison. Je trouve que la guérison, c'est propre à chacun. Et dire à quelqu'un, si vous êtes guéri, parfois ça peut être aussi assez fort. Alors on dit vous êtes guéri, comme si on lui imposait d'être guéri. Alors que la personne a tout ce qu'elle a avant, qu'il a traumatisé, ne se sent pas encore et elle ne guérie. se sent pas guérie. Oui, donc ça c'est la guérison psychique. Hein, voilà, voilà, moi, je n'impose pas le terme guérison aux personnes, en fait. Et encore une fois, lorsque les personnes demandent un terme, à ce moment-là, je ne fais pas planer cet aigle noir comme tu l'as appelé. Oui. J'en discute avec elle. On va terminer par le fameux serment d'Hippocrate. Je ne le connais pas par cœur. Là, Lucien. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee.
une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.